Tout le monde, monsieur le directeur général, monsieur le conseiller d'État, chers collègues, mesdames et messieurs, merci pour être là pour ce rencontre, pour cette colloque et table ronde sur la maladie d'Alzheimer, du diagnostic précoce vers des traitements préventifs. Je souhaiterais démarrer ce colloque par quelques mots ou par quelques images pour essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie développer une démence d'Alzheimer. Pour essayer d'expliquer ça, je vous ai porté des images. A picture is worth 1,000 words. Et je vous ai apporté des images d'un peintre, des peintures de M. Utermohlen. Et voici son autoportrait à l'âge de 34 ans. M. Utermohlen a 72 ans, on a posé le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et voilà son autoportrait à l'âge de 63 ans. Et 2 ans après le diagnostic, 4 ans, 5 ans, et 6 ans dans la maladie. Je crois qu'il ne faut pas beaucoup de mots pour comprendre l'angoisse où ce monsieur se trouvait. C'est une angoisse que la plupart des patients n'est pas en mesure d'expliquer. La plupart des patients, ils vivent dans cet état d'angoisse, de douleur psychique, tous les jours, chaque jour. Et ils ne sont pas en mesure de l'exprimer. Mais ils le vivent. Et c'est à nous médecins, de le comprendre. La démence ne fait pas partie du vieillissement normal. C'est pas moi qui ai dit ça, c'était les ministres de G8. Et le colloque d'aujourd'hui, la invited lecture d'aujourd'hui, c'est sur le dommage cérébral le plus précoce qu'on peut détecter. Et comment le détecter? Ça, c'est rien de neuf en médecine. Détecter le dommage, détecter une maladie par des biomarqueurs, des marqueurs de maladie, n'est rien de neuf. C'est quelque chose qu'on fait toujours depuis dizaines d'années en hépatologie, par exemple. Tout le monde connaît les marqueurs, les anticorps qui nous permettent de faire le diagnostic ou les staging de la maladie. Ou même, si vous voulez, le staging par biomarqueur dans le syndrome coronaire aigu. Donc, c'est rien de neuf. Ce qu'on est en train de développer dans les domaines de la maladie d'Alzheimer, c'est quelque chose de similaire, quelque chose de pareil. Cette figure a fait le tour du monde. C'était développé par Clifford Jack. C'est le modèle des biomarqueurs dynamiques dans la maladie d'Alzheimer. C'est le modèle conceptuel qui a mené le développement du diagnostic et du développement des traitements depuis quelques années. Et c'est ce qu'on entendra de Cliff Jack tout à l'heure. La raison pourquoi on est là, c'est que nous venons d'avoir un workshop où on a eu des experts qui se sont trouvés à Genève, des experts qui arrivent des États-Unis et de l'Europe entière, experts sur les biomarqueurs en oncologie, ce qui est un domaine
qui peut nous apprendre beaucoup de choses, parce qu'ils sont beaucoup développés, bien plus développés que nous, des experts sur le diagnostic et les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer européens, des experts sur la maladie d'Alzheimer suisse, des representatives, des patients, bioéthiciens et des représentants de la regulatory agencies, des agences qui doivent décider le remboursement des biomarqueurs et des traitements, et représentants des sociétés scientifiques européennes concernées. Et last but not the least, des jeunes chercheurs qui sont en train de travailler sur le biomarqueur dans la maladie d'Alzheimer depuis quelques années et qui nous ont présenté leur understanding, leur take de l'utilisation des biomarqueurs dans la maladie d'Alzheimer. Et sans autre délai, je vais laisser la parole à, je crois, si je me bien rappelle, M. Levrat, le directeur général des HUG. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, I don't know if I have to speak in English or if everyone understands French. J'espère que vous comprenez tous le français et je me permettrai de parler en français. C'est un grand plaisir, une grande fierté d'accueillir aujourd'hui cette conférence internationale sur la maladie d'Alzheimer. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble d'entre vous, de tous les pays d'Europe, du monde, et voire même de Lausanne. Bienvenue à tous aujourd'hui au HUG. C'est une grande fierté et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer le travail effectué par le professeur Frisoni, effectué par l'ensemble de son équipe. Il est vrai que la maladie d'Alzheimer, et vous l'avez rappelé, y compris dans votre introduction, touche les patients, les touche de manière extraordinairement forte dans leur humanité, dans leur dignité. Et c'est une maladie qui progresse, puisqu'on sait qu'en lien avec le vieillissement de la population, c'est une de nos préoccupations importantes, non seulement aujourd'hui, mais également demain. Alors merci professeur Frisoni pour ce que vous apportez au HUG, pour ce que vous apportez aussi au niveau des patients, au niveau de votre équipe dans son ensemble. L'activité de l'équipe est remarquable sur le plan clinique, bien sûr. Elle est remarquable aussi sur le plan de la recherche qui positionne les HUG parmi les centres d'excellence en Europe autour de la maladie de l'Alzheimer. Et je crois que de temps à autre, et pas seulement lorsqu'on a un patient cubain, mais je crois qu'il est important de relever nos forces et nos mérites lorsqu'elles existent. Et par rapport à la lutte contre la maladie d'Alzheimer, vous êtes aux avant-postes et au premier plan pour les HUG. Et puis, on sait aussi qu'avec le Human Brain Project, le campus biotech à Sécheron, où vous avez, pour certains d'entre vous, passé des workshops ce matin, eh bien, nous allons avoir encore une impulsion supplémentaire pour avoir encore plus de possibilités de développer des projets, pour tenter de comprendre, d'explorer de nouvelles possibilités et de lutter contre ce fléau. Alors, pour Genève, je m'en réjouis, vous avez derrière moi l'ARAD, mais finalement, c'est un bateau qui vogue vers de nouveaux horizons parce que de nouvelles possibilités existent aussi dans la lutte contre cette maladie. Alors, je vous souhaite de fructueux débats, je vous souhaite une excellente conférence. Je tiens à remercier l'ensemble de ceux qui organisent. Je tiens à saluer la présence de Monsieur le conseiller d'État Mauro Poggia, que je remercie pour sa disponibilité. Il est vrai qu'en ces périodes de débat budgétaire, d'avoir un conseiller d'État qui prend encore en plus le temps de venir au HUG, je tiens à le remercier particulièrement, de même que je le remercie pour son soutien constant pour les HUG. Alors, je vous souhaite une très bonne conférence. Si j'ai bien compris, nous cherchons aussi dans une conférence de consensus à développer un véritable modèle de prise en charge qui soit, pas seulement à Genève, mais en Suisse et en Europe, une capacité de prendre en charge de la meilleure manière possible les patients qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Alors, bienvenue à tous au HUG. Je vous souhaite de fructueux débats et encore une fois, merci au professeur Frisoni et à l'ensemble de son équipe. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci, monsieur Poggia. Merci. Merci, professeur, avec S, monsieur le directeur général. D'abord, au nom du gouvernement de la République et canton de Genève, bienvenue à toutes et à tous. Gouverner, c'est prévoir, dit-on.
Lorsqu'il s'agit de répondre à la problématique des personnes atteintes de démence, il ne s'agit pas de prévoir, mais de voir tout simplement la réalité que traversent nos sociétés et leur inaptitude à répondre d'ores et déjà aux défis qui leur sont lancés. En 1995, 3800 personnes étaient atteintes de démence dans le canton de Genève, et 10 ans plus tard, ce sont 6000 personnes qui présentent un tel diagnostic, et cela sans compter des cas de déficit cognitif léger. En Suisse, en 2013, 113 000 personnes étaient déjà atteintes de démence, et si l'on compte en moyenne 3 proches indirectement touchés, avec un nombre équivalent de professionnels pour chaque patient, ce sont près de 800 000 personnes qui étaient directement ou indirectement touchés. Sachant que 27 000 cas nouveaux sont annoncés par année, ce qui équivaut à 74 cas par jour, chacun peut apprécier évidemment l'ampleur de la tâche et l'urgence des actions à entreprendre. Au-delà du problème humain, qui est évidemment central, ce sont également des coûts que nos sociétés doivent assumer et qui ont été estimés pour la Suisse il y a 5 ans à 4 milliards pour les coûts directs et à 3 milliards pour les coûts indirects, principalement supportés par les familles. En Europe, ces coûts directs et indirects sont 2 fois supérieurs à ceux du cancer, 3 fois supérieurs à ceux des maladies cardiaques et presque 4 fois supérieurs aux accidents vasculaires cérébraux. Il est donc devenu impératif et urgent de trouver des solutions thérapeutiques, et ce n'est pas par hasard si les journées de réflexion, les colloques, les séminaires se multiplient ces dernières années, ces derniers mois. La République et canton de Genève a mis en place un plan Alzheimer cantonal à partir de 2012 et la Confédération, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la santé publique, a lancé une stratégie nationale en matière de démence pour la période 2014 à 2017, qui se décline en 4 champs d'action, comprenant en tout 9 objectifs et 18 projets que je renonce ici à vous énoncer, avec un organe de coordination composé des représentants de la Confédération et des cantons, un organe consultatif composé de représentants d'organisations d'entraide, d'associations professionnelles, d'associations faîtières, de fournisseurs de prestations et de responsables de la formation et de la recherche. Et enfin une plateforme regroupant à la fois les services fédéraux et cantonaux ainsi que les organisations assumant la direction des projets afin de documenter, évaluer et valoriser les progrès de la mise en œuvre. En tant que responsable de la santé de la République et canton de Genève, je ne peux dès lors que me réjouir, au moment où un nouveau plan cantonal est en voie d'élaboration, que des experts internationaux puissent se réunir pour cette rencontre de 2 jours ici à Genève, afin que la population soit d'abord informée sur les avancées de la recherche et sur les offres disponibles au sein des hôpitaux universitaires de Genève. Je vous souhaite dès lors un débat fructueux et une réflexion enrichissante pour le bien des patients et à travers eux, celui de la société tout entière. Merci à vous. Merci, Monsieur le Conseiller d'État. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami et collègue, professeur Richard Frakowiak, qui va modérer va présenter Cliff Jack. Après le colloque de professeur Jack, on aura une table ronde qui sera modérée par professeur Perrier, et où on aura professeur Giannakopoulos, professeur Gold, professeur Loveblad, professeur Ratib, professeur Jacobini, madame Rochat et professeur Hurst. Richard. Good evening. Ça fait plaisir de parler dans sa langue maternelle parfois. I'm delighted to see you all here. I think we have a quite remarkable evening ahead of us. Cliff and I have worked in the same field for roughly the same number of years, I think. And we've collaborated as well. And it's always been an extreme pleasure to read what he says and to him expounding his thoughts and explaining what he feels about this extraordinary disease which is going to trouble us much more than HIV ever did. The pictures that were shown, I've never seen them quite in that sort of rapid one after the other showing.
are really quite remarkable. And for those of us who have had family members affected by it, it just means that we're all the more encouraged and motivated to try and get further along in its treatment. Many of us think since Cliff's work that the name of the game now is to detect patients before they become patients, which in itself is a revolutionary idea. And that one way to do this is by bringing together a number of markers, not simply images of the brain in life, but also proteins and various other substances, be it in the cerebrospinal fluid or in the blood. Cliff has got a long way in this, and he's brought in also the temporal domain. His work is very highly regarded. He's recently been made a Fellow of the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences, which shows the high regard in which he is held worldwide. It's a very great pleasure, Cliff, to invite you to give this lecture, which I believe is a very special and honorary lecture in the University of Geneva, Earliest Detectable Brain Damage in Alzheimer's Disease Towards Primary Prevention. And for once, we'll let you speak English. Do I need to pull this up myself? Should be on the desktop. Yeah. This one? Just the bottom right. Yeah. Oh, yeah. Okay. Well, thanks, Richard. Thanks very much for the kind introductory remarks. Very much appreciated. Thanks. And Giovanni, thank you for inviting me. It's a big honor to be invited to this symposium and to participate here. So Giovanni has told me that the audience here tonight would be a mixture of, certainly there are people who are experts in Alzheimer's dementia research, many of whom I recognize from years in the field, but also there would be members of the medical community who may not be directly involved in research, but who treat patients, and there would also be members of the community who are just interested in the topic. Consequently, what I've tried to do is put together a presentation that has elements that would appeal to people with different kinds of background, and I hope that in the end this will be successful. And so this is the talk, this is the outline. It should be a 40-minute talk. And this is the first thing I'll talk about is Introduction to Alzheimer's Disease Biomarkers. So obviously this will be review or something that people who are experts in Alzheimer's disease research will be completely familiar with, but hopefully of interest to people who haven't been exposed to this too much in the past. So throughout these slides, Alzheimer's disease will be abbreviated as simply AD. So before we talk about Alzheimer's biomarkers, it is, I think, appropriate to talk about Alzheimer's pathology, a brief review. Why? Because biomarkers are nothing more than in vivo surrogates for the underlying pathology of the disease. And one could sort of simply, or very maybe too simplistically, think about the pathology of Alzheimer's disease in four main categories. First is A-beta amyloid plaques. The main protein constituent of plaques is A-beta or beta amyloid or just amyloid. I'll probably use those terms interchangeably throughout the evening. This is what an amyloid plaque looks like under the microscope. Second, neurofibrillary tangles. The major protein constituent here is tau, and again, I'll probably use the terms tangles, tau, tauopathy interchangeably throughout the evening. This is what tangles look like here and here. Plaques are extracellular, tangles are intracellular accumulations of protein. The third is inflammation. These slides are not stained for inflammatory cells, but the individual plaques have inflammatory cells in and around them. And the last category is this of neurodegeneration. Now, neurodegeneration is not something you can stain for or see under the microscope, because what it represents is the loss of neurons, neuronal processes, etc., that were there 5, 10, 15 years ago, but are no longer there. But it's a very important aspect of the pathology of Alzheimer's disease because this seems to be what clinical symptoms best map onto. And I'll just end this slide by pointing out that neurofibrillary tangles and neurodegeneration are both neuronal processes and occur in the same topographic distribution, which is not necessarily the case for amyloid plaques.
So, the biomarkers. There are 5 major biomarkers, and these can be divided into 2 mechanistic categories. And these are biomarkers of amyloid deposition, and there are 2 measures, amyloid PET and cerebrospinal fluid, or CSF, A-beta 42, which is low in Alzheimer's disease. Measures of neurodegeneration, or Alzheimer's-related neurodegeneration. And there are 3 major biomarkers, and these are CSF tau, which is high, FDG PET, FDG stands for fluorodeoxyglucose. Glucose is the main energy source of the brain, and hypometabolism occurs in a signature type pattern in Alzheimer's disease. And then there's, on structural MRI, atrophy. And again, atrophy occurs in a signature type pattern. Now, I've listed tau PET at the bottom here. This is a very new biomarker. There's been some experience, but not a lot of experience in the research community so far. There's a great deal of excitement, probably of all these biomarkers. I would say tau PET, there's the most excitement about in the research community now. But like I said, not a great deal of experience, although there was a great deal of hope and expectation about what tau PET will reveal about the biology of the disease. So I can't really show pictures of CSF biomarkers, but I can show pictures of images. And so I'll run through that now. These are pictures of amyloid PET. This is what a scan looks like in a cognitively normal elderly subject. This is a negative scan. This is normal background uptake in the white matter. Everyone has this, but there's no uptake in the gray matter, indicating no amyloid plaques. This is what an abnormal scan looks like in an AD dementia subject. A lot of uptake throughout the gray matter. But notice this middle column, a highly abnormal scan, but this subject was cognitively normal. So that might seem incongruous, but keep that in the back of your mind because it's an important principle to bear in mind. FDG PET, hypometabolism in a characteristic temporal-parietal distribution. Compare this to the uniform uptake in the gray matter of a cognitively normal subject. Structural MRI, here you're looking on FOSS directly at the subject. These are coronal scans. Cognitively normal subject, no atrophy. AD dementia subject, a lot of atrophy. And then in a MCI or mildly impaired, mild cognitive impairment subject, sort of an intermediate amount of atrophy. And there's another important principle embedded in this series of images again, and that is you see a nice one-to-one sort of correspondence between the level of atrophy and the level of cognitive impairment. Another thing to sort of tuck into the back of your mind. So the next topic, how do these biomarkers relate to the natural history of the disease? And a couple questions that might come to your mind are all of these biomarkers equally associated with cognitive symptoms? And do they all become abnormal simultaneously? So before I get into this, it's probably helpful to do a brief sort of I'm not a clinician, I'm a neuroradiologist, but this, I don't see patients, but this has always seemed to me a sort of reasonably good way to discuss this issue of different phenotypic or clinical presentations of the same disease, the same pathophysiology, Alzheimer's disease. And it can be divided into 3 classes. One is typical late onset AD. Typically people present with a memory first presentation, age of onset of clinical symptoms, late 70s, and more often older. So this is where the big public health problem lies. However, AD can present with atypical clinical presentations as well. For example, people can present with a primary language or visuospatial deficit with pretty well-preserved memory. Age of onset here tends to be a little bit younger. And finally, young onset AD can present with clinical symptoms in the 30s and 50s. So I've put mixed and pure here because most of the time when elderly people who are diagnosed in life with AD dementia come to autopsy, what is seen is not just Alzheimer's disease, but rather Alzheimer's disease plus other age-related pathologies, all of which increase in prevalence as people age, such as cerebrovascular disease, Lewy body disease, hippocampal sclerosis, etc. In contrast, people who present clinically and then come to autopsy more often than not have more pure disease. If you take Lewy body disease aside, that's a special case, but it's very uncommon for people who present in their 30s and 50s, say, for example, to have a lot of cerebrovascular disease or a lot of, let's say, hippocampal sclerosis, very uncommon. In the last column, I've put genetics, and I won't discuss this in any detail. However, if you drill down into the details of genetics, it's quite clear that all the genetics, both in early onset and late onset AD, all the risk genetics,
all point to disordered A-beta metabolism as causative or central to the disease. Likewise, the protective genetics, ApoE2 and the Icelandic APP mutation, all point to disordered A-beta as central to the disease. But what about imaging? So these are amyloid PET images, and these are group-wise maps. So here, for people who aren't necessarily so familiar with imaging, the red and yellow voxels indicate areas of the brain where there's greater amyloid deposition in a patient group relative to a reference control group. And there are three different clinical phenotypes represented here, 1, 2, 3. And two of these are atypical presentations of Alzheimer's disease. One, language presentation, 2, visuospatial, and then the third one is typical Alzheimer's disease. So these are the group-wise maps of amyloid distribution. Now, can anyone tell me which group is which? It's a test. Any takers? Okay, I don't see any hands go up. Okay, I was hoping you wouldn't say anything because I can't tell, right? And there's a lesson there. There's an important lesson there. And that is, there's really not a good relationship at all between the topographic distribution of amyloid in the head and the clinical presentation. In contrast, these are the same three groups, and these are the FDG maps. So yellow and red represents areas of significant hypometabolism in the patient group relative to the reference group. Now, can anyone tell me which is the language, which is the visuospatial, and which is the typical AD presentation? So Richard, yes, a PET expert, yes, this has to, and here's the key. So this is language, this is the posterior cortical atrophy or visuospatial, and this is the typical AD. So you see, of course, hypometabolism in the left temporal lobe corresponds with nothing going on in the right, corresponds nicely to a language presentation, visuospatial, etc., and this is the typical AD. And these are the MRI maps of the same three groups. And again, you see a similar relationship as you did with FDG PET. So, and that is that there's a very good relationship between the topography of atrophy and the clinical presentation. And in fact, if you go back into the literature, so this seems quite confusing, right? Amyloidosis, it's the genetics all points to disordered A-beta as being causal in the disease. It's one of the major two proteinopathies of the disease, yet there's not a good topographic relationship. And if one goes back into the literature around 2008 or 2009 or so, this same sort of dissonance was seen throughout the literature, biomarker literature, and that is both cross-sectionally and longitudinally, the literature showed a very good relationship between biomarkers of neurodegeneration, MRI, FDG PET, CSF tau, not so much between amyloidosis. So it seems very confusing. But I think there's a way around this confusion, and it is, if you just bear in mind a couple of organizing principles. And these organizing principles are, number one, that Alzheimer's disease is indeed a beta amyloid-induced tauopathy. However, the relationship, the effect of amyloid, beta amyloid on symptoms, is indirect. And it's given by this simple pathway diagram. And that is that amyloidosis induces tau-related neurodegeneration, which in turn induces clinical symptoms. And so there is a relationship between amyloidosis and cognitive symptoms, but it's indirect. It's mediated by tau-related neurodegeneration. And the second principle is that of time shifts or ordering in the pathophysiologic processes that are involved in the disease, and hence in the biomarkers of that pathology. And that is that biomarkers become abnormal in an ordered but temporally overlapping manner. And so Giovanni was kind enough to show this slide in his introductory remarks. I have no idea what he said about it, but a group of us, back in 2009, tried to synthesize the literature, not just the imaging literature, not just the biomarker literature, but the genetics literature, the clinical literature, and the pathology literature, and come up with a sort of an explanatory model for what seemed to be a lot of contradictions in the literature at that time. And you can see in this model, on the x-axis, you see clinical disease stage. So everyone who develops Alzheimer's disease, dementia,
was, at some point in life, cognitively normal. They then became mildly impaired and then demented on the x-axis. On the y-axis, likewise, everyone who develops Alzheimer's dementia started out with all Alzheimer's biomarkers normal in life, and at least late onset, and they become maximally abnormal in end-stage dementia. And the proposal here is twofold. One is the ordering, and that is that amyloid biomarkers become abnormal first, then biomarkers of tau-related tau and tau-related neural injury. In blue, in green, you have brain shrinkage. In purple, you have people starting to fail on paper and pencil or face-to-face tests of cognitive performance. And finally, in dark green, you have failure of activities of daily living. And the second element of this is the shape of these curves, and particularly for the amyloid curve, if you notice it's in red. The proposal here is that amyloidosis just doesn't continue to increase continually from onset until the end stage of the disease, but rather it has a sigmoidal shape such that it approaches a plateau as people become more cognitively impaired. And this, in fact, this notion of a sigmoidal shape of the amyloid curve, I think very nicely explains the lack of, or the relatively unclear cross-sectional associations between level of amyloid and cognitive associations. Because if people who are cognitively impaired and mildly impaired and demented can all have pretty high levels of amyloid, you can see how this would blunt cross-sectional associations between those two variables. And this was proposed hypothetically, but to the best of my knowledge, it was actually a group led by Giovanni that first looked at real data and came to the conclusion that this was correct. Now, this was published in early 2010, meaning that the whole thing was conceived in early 2009. So that's kind of old. It's over 5 years ago. And so the Lancet asked us to sort of go back and reconsider or see if there were any things we wanted to update in this model. And this represents an update of this model. And I'll point out 3 things that probably I overlooked back in 2009 that if I had it over again would have incorporated. And the first of these is denoted by this detection threshold here. So it's certainly the case that if one has a few plaques or a few tangles in the brain, well, they may well be seen at autopsy. That's not going to you're not going to have in vivo biomarkers that would be sensitive to that. So there has to be this notion of there has to be a sufficient pathologic load in the brain in order for an in vivo biomarker to cross a detection sensitivity threshold. And that's what this is intended to indicate. The second thing is denoted by this blue line here. So it turns out that people in the research field are well familiar with this. But it turns out that if one looks at all-comer autopsy studies by age, it turns out that people have tau, particularly in the medial temporal lobe, very often well before they have amyloidosis. And walking around numbers actually coming from the autopsy studies of Delacorte are that about 25% of the population at age 25, 50% of the population at age 50, and 100% of the population by age 70 will have evidence of medial temporal lobe tauopathy, and certainly in the younger ages, this always happens, almost always, before there's evidence of amyloidosis. And in fact, this condition, so-called primary age-related tauopathy, or PART, has very recently been given a name, primary age-related tauopathy, or PART, by a very sort of eminent group of neuropathologists. In fact, if you look through this list, you see most of the most famous neuropathologists in the world that have signed on to this position paper, one major exception, Heiko Brack. And this paper either has come out or will shortly come out in Acta Neuropathologica. But if we then go back, this diagram is intended to show the relationship between PART, primary age-related medial temporal lobe tauopathy, and Alzheimer's disease. So late onset Alzheimer's disease can be envisioned in 4 phases. Phase 1, everyone develops age-related medial temporal tauopathy, or PART, but this is pretty benign. It produces minimal to no clinical symptoms.
as indicated by the shallow slope of the blue tau curve here. Step 2, independently in the neocortex, amyloidosis arises, and this is indicated in the purple and red curves here. Step 3, by unknown signaling mechanisms, neocortical amyloidosis induces a change in antecedent relatively benign mediotemporal tauopathy, moving it out of the mediotemporal lobe into neocortical areas. And that's denoted by a sharp change in the slope of the blue line from a shallow, sort of benign slope to a much more malignant, steep slope here. And then step 4, the downstep sequence of neurodegeneration and cognitive symptoms proceed. The last modification that to our 2010 model embedded that I'll talk about here is shown here in the green but the green zone. And that is that the cognitive consequence of brain pathology, Alzheimer's pathology in the brain, is not seen as a single line, but rather is seen as a zone with a high-risk border time shifted to the left and a low-risk border time shifted to the right, such that at a given point in time t, giving you a specific biomarker profile when projected back to the y-axis, you can envision two very different cognitive responses. So someone who is in the high-risk part of the zone, for example, someone who has low cognitive reserve, may very well exhibit clinical symptoms, whereas someone who is in the low risk part of the cognitive response zone may look completely normal. And this matches the well-known sort of autopsy and clinical observations that there is a lot of individual variability to a given level of brain pathology. So now I'll move on to the third section here, which is preclinical Alzheimer's disease and this SNAP. Hopefully this will become clear. So right now there are two major work groups in the world who have worked on and are continue to work on updating or modernizing diagnostic criteria for Alzheimer's disease. And one of those is the international work group led by Bruno Dubois. I saw him. There we go. Led by Bruno. And the other is the National Institute on Aging Alzheimer's Association, or NIAAA, work groups. Now, the NIAAA work groups it's actually broken into three different work groups, and there are three different position papers or white papers. One defining criteria for Alzheimer's dementia, one for mild impairment, and then one for preclinical Alzheimer's disease, which is what I'll talk about here. Now, and this is the paper that outlined the NIAAA preclinical AD criteria. And you can see that preclinical AD was staged in this white paper. Stage 1 being amyloidosis alone, stage 2, amyloidosis plus neurodegeneration, and then stage 3, amyloidosis plus neurodegeneration plus subtle evidence of cognitive decline. Now you can see that I was a member of this work group and I thought it would be a good idea to test these out. I mean, it's all well and good to come up with theoretical things, but the question is, do they work in real life? So we tested out the NIAAA criteria for preclinical Alzheimer's disease in our own population in the Mayo Clinic and published this in 2012, a couple of years ago. And in this study, there were two objectives. One is to first figure out how best to operationalize these criteria, because the NIAAA criteria, while they outlined use of biomarkers, really there were not any rules for operationalizing these, so we had to figure that out. And then once we did that, apply this operationalization, we applied this to a group of cognitively normal 450 elderly subjects in the Mayo Clinic Study of Aging, MCSA, and just asked the question, how do these different stages, how does a normal elderly population distribute themselves with respect to this staging scheme? And I won't go through the detail here, but briefly we looked at a bunch of different ways to operationalize biomarker cut points and settled on the 90th percentile of the observed range in clinically diagnosed AD subjects. There are a number of ways you could think of doing this, but so the 90th percentile meaning the most normal or least abnormal part of the range. And so
to illustrate where this notion of staging came from. You can see I was a member of the work group. You can guess where the idea of staging came from. So if you don't like it, you can blame me. Anyway, so stage one, so here are our cut points. Stage one is amyloidosis alone without neurodegeneration. Stage two, amyloidosis plus neurodegeneration. And then stage three, amyloidosis plus neurodegeneration plus subtle impairment on formal tests of cognition. When we looked at how people in our cognitively normal elderly stage themselves, what we found was that a majority, 43%, fell into stage 0. So yeah, we had to add as stage 0 because obviously there would be elderly people who didn't fall into the preclinical Alzheimer's disease staging. So 43% had no biomarker abnormalities, so they were stage 0. 16% amyloidosis alone, stage 1, 12% stage 2, 3% stage 3. And if you add these up, it comes to around 30%, which actually matches pretty well with autopsy data indicating that about a third of cognitively normal elderly subjects, if they come to autopsy, meet autopsy criteria for Alzheimer's disease. But there was this pretty large additional group, 23%, who were amyloid negative but neurodegeneration positive. And when I first saw this data, I was kind of a little confused, maybe for an hour or so, but after thinking about it for not very long, this group of amyloid negative, neurodegeneration positive has to exist if you take all comers in the cognitively normal elderly population. Why? Because the autopsy evidence is quite clear, and that is that there's a lot more that goes wrong with the aging brain than just Alzheimer's disease. There are a variety of things, non-Alzheimer's pathologies. And so we tentatively named this group Suspected Non-AD Pathophysiology, or SNAP. And just to show that I'm not making stuff up, here are the images of a subject in stage 1, positive amyloid scan, negative MRI. So I chose the MRIs because you can nicely see these hippocampi are nice and normal, no atrophy. Here's a SNAP subject, a negative amyloid PET scan, but small shrunken hippocampi here. So neurodegeneration positive, amyloid negative. So now the NIA-AA characteristics have been examined in a number of different populations. These have been done in MCI subjects and also in cognitively normal subjects. And again, to the best of my knowledge, it was a study led by Giovanni that was the first to do this in MCI. But the numbers of subjects that have been published have been a lot greater in cognitively normal, examining these NIA-AA staging, well over 1,000 if you compile the different studies that have been done. So I'll talk about those now. And you can see that certainly the Mayo Clinic is not the only place that's done these sort of evaluation studies. Washington University, Berkeley, Harvard, etc., the Amsterdam Dementia Cohort, ADNI. And if you look across these various studies, despite the fact that they're all obviously recruited from different centers, the methods of recruitment, and thus the characteristics of the population have to be different. The methods of characterizing subjects, so at Mayo we're an imaging place, we use imaging. Washington University and the Amsterdam Dementia Cohort use CSF. Nonetheless, there are remarkable similarities across all these different studies in terms of the proportions of stages, the distribution of ApoE4, so the proportions of ApoE4 among the different groups, and in the clinical or cognitive outcomes. So, for example, this is a graph of the proportion of subjects who progress from cognitive normality to MCI or dementia by preclinical AD stage, 0 to 1, plus SNAP. SNAP is obviously not part of the preclinical AD staging. It's we, or at least I consider it a non-AD entity. But if you look at this study, Mayo, Washington University, and the Amsterdam Dementia Cohort, there are remarkable similarities in the outcomes of subjects when staged in this way. The groups that are at the most high, by far and away the highest risk of progression, are those groups who are in stage 2 and 3. That is, that they're abnormal on both neurodegeneration and amyloidosis. I would discount the ADNI results a little bit.
because the ADNI control, or cognitively normal ADNI subjects, it's a pretty biased cohort. This is not really very representative of cognitively normal elderly people. There's a big volunteer bias built in to this sample. Rather focus on the similarities between this, and the Amsterdam dementia cohort. It's remarkable, actually. Now, when we first realized that this big group of subjects, 23% of cognitively normal elderly, fell into this category of SNAP, amyloid negative, neurodegeneration positive. Our initial thought was that this group was likely pathologically heterogeneous. And as I've mentioned a couple different times, there are a number of candidate pathologies, non-AD pathologies, all of which increase in prevalence with age: cerebrovascular disease, Lewy body, Grain disease, etc. There's this medial temporal tauopathy without amyloidosis, which didn't have a name at the time, but as of today or maybe last week, it does have a name, and it's called PART. And finally, just aging without obvious pathology. And our expectation, or what we thought at the time, was that the SNAP represented sort of an umbrella term that included all of these non-AD pathologies. Now, if you look at in this paper, and actually I would encourage it, when it comes out, I would encourage everyone to read it, because it's actually, I think, going to be a very important paper in our field. This group did a very nice characterization of the clinical genetic features of people who, in the various autopsy studies, met criteria for PART. And if you compare the characteristics of people who meet pathological criteria for PART and imaging and CSF biomarker criteria for SNAP, you see a number of common features. These are the frequency, the fact that ApoE4 is well underrepresented in these conditions, and the clinical cognitive profile, at least in people who are categorized as cognitively normal, despite the fact that this is a autopsy-based construct and this is a biomarker-based construct. And in fact, if you look at, now there's not been a lot of autopsy results to date. Both SNAP and PART are relatively new concepts, so it's not surprising that a lot of people haven't come to autopsy. But if the one study that I'm aware of by Stephanie Voss that did look at autopsy results in people who met criteria for SNAP antemortem, then came to autopsy, 4 of 4 were low or no probability of Alzheimer's disease. So to me, this validates, I think, our initial idea that these people who meet criteria for SNAP are probably non-AD pathologies. And secondly, 2 of 4 met criteria for PART, again, which I think validates the notion that a significant portion of SNAP really is probably going to turn out to be this medial temporal tauopathy. Not all, because it's heterogeneous, but a significant portion. So I'll finish up this section then with this idea of integrating concepts of preclinical AD and SNAP. And I think it's easy to, how do these things fit together in aging populations? And I think one way to do it is to consider a series of potential pathways that individual subjects may follow. So this is from a paper published earlier this year in Lancet Neurology. This is what we sent into the journal. This is what came out. This looks nicer, but I think these letters may not be so easy to see. It's the same graph, so I'll just talk about this one because I think the letters are bigger, so you can see it. And what the proposal here is that people can follow one of 3 pathways, and the red arrows indicate AD pathways, and the blue indicate non-AD or SNAP pathways. And so the graph at the top indicates the classic pattern of preclinical AD that was described earlier. And that is people start out amyloid negative, neurodegeneration negative, become amyloid positive, neurodegeneration negative. Amyloidosis induces tau-related neurodegeneration. They then move into this category here. And it's this group right here that data has very clearly shown is at the by far and away the highest risk of progressing to clinical symptoms which are downstream still. Pathway number 2 is biomarker negative to amyloid negative, neurodegeneration positive.
these are people who follow the SNAP or non-AD pathophysiologic pathway and don't necessarily develop Alzheimer's disease. Like I said, autopsy studies very clearly show that there's plenty more that goes wrong with the aging brain than just Alzheimer's disease, and our biomarkers are inevitably going to be sensitive to that. And the third category pathway is this, biomarker negative to SNAP in blue, and then after developing a non-AD related neurodegeneration, amyloidosis develops, and then people enter the AD pathway and go from here to here. So it's a way to integrate these different ideas in the aging population. And now the last, and I think a pretty short section that I'll have here is, and this is primarily for people who are not directly involved in Alzheimer's research, because people involved in Alzheimer's research are well aware of what I'm going to talk about now. But that is the implications of preclinical AD and biomarker ordering for treatment. So what you see here is a list of the disease-modifying Alzheimer's trial attempts that have been done, completed by Big Pharma. And you can see that all of them, even Dimebon, I guess, have targeted the amyloid pathway. And this is a list of disease-modifying Alzheimer's trials completed, done by Big Pharma that have failed. And you can see that this list and this list are the same list. So really a 100% failure rate, and you could make an exception here, the solanezumab trial, looking like there was a signal in mild AD, but in reality, I think the overall trial is still considered not meeting primary endpoints when you pool all subjects. And so this 100% failure rate has been taken as evidence by some people that amyloid is an inappropriate target for disease modification in Alzheimer's disease. This evidence has been taken by other people, however, in the opposite way, and that is that targeting A-beta is the right treatment, but that people have all been enrolled at the wrong stage of the disease. So conceptually, it's easy to see what's happened with this diagram. So all clinical trials to date have enrolled people out here in the yellow zone, that is people who are clinically asymptomatic. But they've targeted the red line. And so you can, just with your eye, you can see a mismatch between the disease stage of the disease in which people were enrolled and the part of the disease pathway that was targeted with the intervention. So if you want to enroll people, so there are many people in the field who think that the correct way to do this is to enroll people at the disease stage that's correctly matched to the therapeutic target. So you can imagine then enrolling people here who are cognitively normal but amyloid positive. This would be a secondary prevention trial, or enrolling people here who are amyloid negative, cognitively normal amyloid negative. This would be a primary prevention trial. And indeed, there are finally 3 clinical trials. I guess I didn't know about the Down syndrome trial I heard about earlier today, but 3 different categories of clinical trials that have finally done this, enroll asymptomatic subjects targeting A-beta. And I won't read through this slide here, but the expectation in the field, or the hope in the field, is that finally, maybe 3-5 years from now, there will start to be some readouts from some of these studies, that there will be a signal, finally, of disease modification efficacy. So this is my last slide, and it's really just a recapitulation of the different topics that I tried to cover, and again, tried to address different parts of this issue that hopefully would be of interest, not just to Alzheimer's research experts, but to people who see and treat patients, and also interested members of the community. So thank you for your attention, and once again, thank you for inviting me to speak. Thank you very much. Just stay there for a moment. We're going to see if anyone would like to ask a question or have some clarification about anything. Yes, please. There's a microphone behind you. Thank you.
So if I understood correctly, SNAP, in order to be called SNAP, you're symptomatic, and that's not correct, because suspected non-Alzheimer's pathology does not mean that they're symptomatic. Correct. So so the term, I coined the term, and it was to try to, it was, so in a study of cognitively normal elderly people, we found almost a quarter of the cognitively normal elderly population fell into this biomarker group. So it was originally coined just from this one study, which focused on cognitively normal people. But other people, and like I said, I think Giovanni's group was the first to look at this, have looked at NIA-AA staging in mildly impaired people, and they find the same phenomenon. That is, people in that who are mildly impaired, who are amyloid negative, but neurodegeneration positive. And I think, walking around numbers, it's about the same proportion, about a quarter of the population who meet criteria for MCI are amyloid negative, neurodegeneration positive. So the assumption is they have something else. They have something other than Alzheimer's disease, which again, it makes sense, because if you look at the autopsy literature, there are other causes of dementia beyond Alzheimer's disease. So therefore, there have to be other causes. There have to be other causes of mild impairment other than Alzheimer's disease, and there have to be other people who are asymptomatic, presumably about to become symptomatic, other than Alzheimer's disease. So I think the confusion comes that the term was coined in a study of cognitively normal people, but it's applicable to across the cognitive spectrum. But if they're cognitively normal, you wouldn't suspect pathology. If you're doing research, right, so if they're cognitively normal, right, there may not be a reason there may not be a reason to do these imaging studies. But if you do an all-comers population-based sample, and you do imaging studies on all comers, this is what you find. There's another answer to your question, if you forgive me, may I? So I may have Parkinson's disease at this moment and not have the disease, if you see what I mean, because I have to lose 70% of my nigrostriatal neurons in order to develop the first symptoms. So I think what Cliff is describing is a stage of non-Alzheimer neurodegeneration without symptoms, but which you have biomarkers for. So have I got you right? Right. So yeah, I'm just going to paraphrase what Richard probably just said more elegantly than I did. If you look at the notion, and I think not everyone would agree with me on this, but the term disease should not be applied only to people with symptoms. The term disease should refer to pathology. Let's take an example in another field, prostate cancer. If you take an asymptomatic person, do a screen, they have high PSA, they get a biopsy, and they have prostate cancer, are you going to say they don't have prostate cancer because they don't have overt symptoms? No, of course not. They have a disease. They have prostate cancer. And so the biomarkers in Alzheimer's, and in our field of Alzheimer's disease, need to be decoupled. The definition of biomarkers as biomarkers of disease needs to be decoupled from the presence or absence of clinical symptoms. Yeah. I like the analogy with prostate cancer because, yes, you do have abnormal cells in your prostate, but a lot of people are going to be non-progressors. And you showed us a very nice picture of a guy who had a lot of amyloid, and you told us that nothing happened. So in terms of clinical relevance of very early pre-symptomatic treatment, what would you say would be the predictive value of having, for instance, as a single biomarker, an abnormal amyloid scan? Right. So a couple answers. So there is this notion floating around that people can have a head full of amyloid and stay cognitively normal forever. But really, where's the evidence to support that? So if you look at we've done this probably better than we have. Victor Villemache from
the ABLE study, has looked at the proposed temporal evolution of amyloidosis in the brain. And from the time that the biomarker just barely becomes positive till you see levels that are typical of demented people, it's about 15 years. Yeah. So has there been 15 years of follow-up in individual clinical subjects since the invention of amyloid PET? Well, it was invented in 2004. It didn't kind of make its way out into the research community until, in a big way, until 2008, 2009. So really this notion that, that because someone has a positive amyloid scan and they stay cognitively normal for 3, 4, 5 years, that's not evidence, in my mind, that they're going to stay normal forever. Cliff, pathologists are finding normal people with even temporal lobes full of amyloid way before. So, 30%. So, as I mentioned, so if you just look at the autopsy literature, take cognitively normal people, 30% meet criteria for AD, and most of those, I would say, are probably cases with where do the pathologic criteria, what pathologic criteria were met. There were probably people with mostly diffuse plaques in the neocortex and not a lot of tau. Cliff, can you explain it better, because I get confused. If disease can be defined without any clinical evidence of symptoms, only by showing brain amyloid imaging positive, do you think we should find a way to fix a threshold not only for brain amyloid imaging, also for neurodegeneration? Because otherwise we are going to imply that whatever is amyloid, then amyloid is the disease, and Alzheimer's disease is a consequence. I think it's really difficult to disentangle what exactly you mean with amyloid being a disease. It is a problem, and in living people, I just don't see a good way around some element of circularity. It is a problem because, for the most part, by the time people die, the disease is played out, and they're at the end stage of the disease. So I don't see a great solution. And that's why I emphasized, I didn't have much time to talk about it, but the genetics. If you look at the genetics data, it's just inescapable, right? Even ApoE4. What does ApoE4? What does ApoE do? Well, one of the main things it does, it's a chaperone of A beta, right? And E3 does an average job. The protein encoded by E4 does a worse than average job, and the protein encoded by ApoE2 does a better than average job of chaperoning A beta out of the head. So it all points to A beta, at least in my mind. And so I agree that if all you had was imaging and biomarker data, it would be difficult. But there's more data than that available to us to synthesize theories about how this thing works. I think we're going to have a last question because there's a round table coming. Very nice presentation, Cliff. I agree with you. And I would like to make a comment about learning from other diseases. So maybe we can learn also from diseases like hypertension and hypercholesterolemia, because there we treat patients or define a disease based purely on a biomarker. And we know that only a fraction of these patients will get the complications like stroke or myocardial infarction. Still, we treat every patient with over a certain cut point. And maybe we can start thinking about Alzheimer's disease also more in this way, that maybe we need to treat quite a lot of people with evidence of amyloid pathology, knowing that only a fraction of them will benefit from the treatment. I couldn't agree. I mean, I'll just follow on to what you say, but in this field, I mean, the analogy people use all the time is what Kai just mentioned, and that is, when is the right time to treat heart disease? Do you start giving someone statins after they've had their third heart attack and are in heart failure, or do you treat them when they're cognitively normal, or when their cardiac function's normal, to prevent it? And it's just to follow on to what Kai has said, yeah?
All right. I think last one. Last one. Thank you very much. I think your model is amazing. We all recognize that. I just want to ask you a question because I think that your models, the evidence available is saved a lot by your hypothesis. But there are competitive hypotheses, which on the basis of the same evidence could stand. So there are competing hypotheses. Yours is stronger, but do you think that your model is now influencing the way we are gathering new evidence? I don't know what to say. Good question. It's a good question. It's a good question. I don't know what to say. I think to me the biggest confusion in the evidence-based analysis of these different models comes from the fact that the data we have to work with is rarely a pure culture of the disease. And that's kind of why I tried to emphasize. This is something that Philip Sheltons has, I think, appropriately emphasized in some of his presentations. Old people, by and large, don't just have Alzheimer's disease, and so that it confounds the analysis of the data. If you look at pure AD, I didn't have a chance to show this, but if you look at pure AD, so check out a paper in PNAS by Tammy Benzinger, PNAS 2012, in the Diane study. So these are all autosomal dominant, largely PS1 mutation carriers, but it's a mix. And what you see very clearly is that 15 to 20 years prior to the estimated age of onset in the parent, these mutation carriers all have a head full of amyloid, but they don't have FDG and they don't have MR abnormalities. Then as the estimated age of onset gets closer, they develop the FDG and the MR abnormalities. So what can I say? I mean, yeah. Okay, well, I think we all owe you a debt of gratitude for not only speaking clearly, for letting us know how you think about this whole area, but also for engaging in a bit of a fist fight for the question and answer session, which is always such great fun. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la table ronde. J'ai une petite question linguistique avant de commencer. Donc, je m'appelle Arnaud Perrier, je suis chef du département de médecine interne, réhabilitation et gériatrie. Qui parmi vous parle ou comprend le français? Ok, d'accord. Donc, il est prévu que la table ronde soit en français. Ceci dit, pour que personne ne soit frustré, si ceux qui parmi vous parlent anglais, those of you who speak English, want to have one answer translated, we'll try to make it short but adequate. Donc, je vais prier les participants à la table ronde de bien vouloir prendre place. Et pendant qu'ils le font, je vais vous les présenter par ordre d'arrivée. Ezio Giacobini, qui est en train d'aller s'asseoir, qui est consultant dans le service de gériatrie dans le département que j'ai l'honneur de présider. En train de s'asseoir, la professeure Samia Hurst, qui est professeure de bioéthique et médecin à l'unité d'éthique biomédicale ici à l'Université de Genève. Madame Rochat, ouais, on changera les cartons, asseyez-vous où vous voulez. Voilà, c'est peut-être plus simple comme ça. Voilà, ça y est. Alors, Gabriel ici. Moi, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Pandélis. Voilà. Pandélis Giannakopoulos à ma droite, qui est chef du département de santé mentale et psychiatrie. Qu'est-ce que j'ai pas encore présenté? Gabriel Gold, chef du service de gériatrie ici à Genève. Osman Ratib, qui est chef du service de médecine nucléaire et imagerie médicale. Et finalement, Karl Olof Löfblad, qui est chef du service de neurodiagnostic et de neuro-interventionnel. Voilà. Maintenant, vous connaissez les participants, donc nous allons essayer de rester dans les temps et de vous donner la parole
pour une vingtaine de minutes, mais nous allons commencer par quelques questions spécifiques aux intervenants de la table ronde. Et je vais peut-être tout de suite me tourner vers Gabriel Gold. Gabriel Gold dirige le service dont fait partie la consultation mémoire ici à Genève. Et peut-être, Gabriel, veux-tu nous dire comment les choses sont organisées et en particulier, est-ce qu'il y a un bilan standard pour les patients qui viennent vous consulter avec des troubles amnésiques et est-ce qu'on leur fait tout ça? Alors la consultation évidemment offre un diagnostic, mais un diagnostic déjà à tous les stades. Il faut savoir que les gens viennent nous voir à différents stades de la maladie. Elle n'offre pas que le diagnostic, elle offre aussi des groupes de prise en charge, elle offre aussi du soutien, et en particulier du soutien individualisé pour les proches. Donc l'offre est assez large. Au niveau du diagnostic, ça dépend de la situation, ça dépend de la raison pour laquelle les gens viennent. Les gens ne viennent pas à la consultation parce qu'ils sont juste passés devant et ils rentrent. En général, ils nous sont adressés par des médecins traitants parce qu'ils ont une inquiétude. Et donc notre rôle, c'est de répondre à cette inquiétude et d'apporter des réponses. Si les gens arrivent avec des cas plus avancés, on va faire des approches plus traditionnelles. Si au contraire, les gens arrivent avec une plainte subjective et peu de signes, ce qu'on souhaiterait faire évidemment, c'est leur apporter l'approche la plus moderne possible, c'est traduire le plus rapidement possible ce qui existe en recherche, ce qui existe à la clinique, pour peu que, évidemment, ces approches soient validées et utilisables. Donc je pense que ce qu'on veut, c'est essayer de répondre aux demandes et aux inquiétudes des personnes qui viennent. Et donc effectivement, ça va dépendre, chaque cas va être différent, même s'il y a toute une série d'examens et de prises en charge qui sont standardisés. Mais est-ce que ça veut dire qu'au fond, si on prend des personnes, tu parlais de personnes avec une inquiétude, donc une inquiétude avec généralement un trouble amnésique, mais qui peuvent correspondre cliniquement à l'examen neuropsychologique, à un trouble cognitif léger, est-ce qu'on risque pas d'inquiéter beaucoup de gens qu'on n'aurait pas inquiété il y a quelques années par des examens sophistiqués qui vont montrer des anomalies qu'on ne sait pas toujours interpréter? L'idée derrière le concept de trouble cognitif léger, c'était d'essayer d'identifier des gens qui étaient à un risque un peu plus élevé de développer une pathologie plus importante pour essayer de traiter le plus tôt possible. L'idée est à la base d'essayer de traiter avant qu'il y ait une destruction neuronale. C'est le point qui a été soulevé tout à l'heure et on comprend bien tout l'intérêt de cette approche. Alors ce que les gens nous demandent, ils ne nous demandent pas juste un diagnostic, ils nous demandent aussi un traitement qui pourrait bloquer cette évolution. Et autant on fait beaucoup de progrès du côté du diagnostic et on peut apporter des diagnostics très précoces pour ceux qui le souhaitent. Évidemment, la difficulté reste d'apporter un traitement qui puisse bloquer l'évolution. On a des traitements, on a des approches de réhabilitation, on a des traitements symptomatiques, on a aussi... plus les gens sont diagnostiqués tôt, plus aussi ils peuvent, s'ils le souhaitent, finalement être des participants actifs de leur avenir, exprimer des choix. Donc ça dépend des personnes. Il y a des gens qui ont très envie de ça, il y a d'autres qui au contraire ont moins envie. Mais je pense que ce qu'on doit pouvoir, c'est apporter le maximum de ce que la recherche peut offrir et la traduire le plus rapidement possible dans la clinique pour la rendre disponible pour ceux qui le souhaitent. Merci. Excusez-moi, je réalise que je n'ai pas présenté Madame Isabelle Rochap parce que j'étais en train de changer son carton, qui nous fait l'honneur d'être là, qui est ex-conseillère d'État de notre canton et qui est présidente de la section genevoise de l'association Alzheimer Suisse. Toutes mes excuses. Pandelis Giannakopoulos, en tant que psychiatre, quelle est la contribution de la psychiatrie sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer? Au niveau du diagnostic, je dirais que ça se décline au stade très précoce à travers un diagnostic différentiel avec la dépression qui est la pathologie cardinale avec laquelle on peut avoir une confusion, parfois aussi une comorbidité, en ce qui concerne la démence. Donc, de la plupart des consultations mémoire un peu partout en Europe et aux États-Unis, il y a une intégration du regard psychiatrique dans une évaluation multidisciplinaire. Alors, les choses changent au niveau de la prise en charge, puisque pour la plupart, les gens qui sont détectés avec une maladie d'Alzheimer, cela pose une question autour de l'avenir de la détection précoce. Les personnes qui reçoivent le diagnostic, évidemment, peuvent traverser des périodes d'une assez grande difficulté existentielle, qui dépend beaucoup de leur personnalité et de leur manière d'être dans le monde, de ce qu'ils peuvent supporter et assimiler comme nouvelles. Alors, on a des réactions qui peuvent aller de la tendance à
à rédiger rapidement son testament vers une autre tendance qui peut être celle de pouvoir se battre jusqu'au bout, ou d'autres personnes qui peuvent passer à l'acte de manière même beaucoup plus dramatique à travers un passage à l'acte suicidaire typiquement. Mais ceci est la contribution de la psychiatrie se manifeste à ce niveau-là dans la détection du risque d'effondrement psychologique pour les personnes qui reçoivent le diagnostic et du soutien approprié pour ces populations. Plus tard, parce que la psychiatrie entre en jeu évidemment de manière massive beaucoup plus tard aussi dans l'évolution de la maladie, quand il y a ce qu'on appelle cette nébuleuse qui est appelée symptômes psychologiques ou comportementaux de démence. Donc typiquement les personnes qui peuvent développer de l'agressivité, de l'apathie, qui peuvent devenir à un certain moment très difficiles à gérer par l'entourage à travers typiquement les fausses reconnaissances, les hallucinations, par moments des idéations, des idées délirantes. Et dans ce sens-là, il y a une intervention du psychiatre qui se manifeste là pour aider à la gestion des situations qui peuvent être très compliquées dans la communauté. Et je dirais que la maladie d'Alzheimer et les autres démences, progressivement, au cours de leur évolution, prennent de plus en plus un caractère psychiatrique au fur et à mesure que la gravité de ces troubles que je citais devient plus apparente. Merci. Concernant, et là je m'adresse à Karl Löfblad et à Osman Ratib, concernant les nouvelles, dans l'ordre que vous voulez, concernant les nouvelles techniques d'imagerie qu'on nous a montrées, est-ce qu'elles sont disponibles à Genève? Est-ce qu'elles font partie déjà, pour certaines d'entre elles, de la routine clinique? Et un signe de ça serait qu'elles soient remboursées? Ou est-ce qu'elles font encore complètement partie du domaine de la recherche? Karl. Ouais, tu commences. En fait, bon, alors Osman. On travaille en hybride, donc effectivement, Karl et moi, nous sommes les deux qui développent en fait ces techniques et qui les appliquent cliniquement. Et pour répondre à la question, l'IRM a toujours été là et remboursé, reste l'examen de base pour diagnostiquer la maladie et son expression morphologique et fonctionnelle. On a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup plus de développement dans le domaine des biomarqueurs, et c'est là où effectivement on a un retard, puisque ces biomarqueurs sont restés pendant plusieurs années l'apanage de la recherche et n'étaient pas disponibles pour l'utilisation clinique, en tout cas pas en Suisse. 2014 est une année faste, puisqu'on a eu à la fois le remboursement de l'examen FDG, comme vous avez vu, qui est un peu l'équivalent de l'IRM, et pour certains serait complémentaire. Nous disposons à Genève de la possibilité de faire les deux examens en même temps dans une même machine, ce qui est quand même un avantage aussi, maintenant que les deux sont remboursés. Mais aussi que de nouveaux marqueurs sont arrivés sur le marché, notamment le marqueur de l'amyloïde, dont on a beaucoup parlé, qui aujourd'hui est inscrit à la liste des spécialités, n'est pas encore remboursé parce que c'est encore négocié au point de vue prix, mais on a bon espoir que ça va le devenir. Donc ça s'est accéléré sur cette dernière année, en 2014, de manière remarquable, et on espère pouvoir disposer des outils qui existent déjà en France. Le plan Sarkozy-Alzheimer a déjà quelques années et a permis aux Français de pouvoir bénéficier de ces traceurs bien avant nous, en Italie, en Espagne, pas en Angleterre par exemple. Donc ce n'est pas tous les pays qui ont ce privilège, mais je crois que les patients suisses vont pouvoir bénéficier d'une combinaison de ces nouveaux marqueurs avec des techniques de base qui sont l'IRM, qui elle aussi fait beaucoup de progrès. Là, je vais passer la parole à... Oui, exactement. Puis ça, je crois qu'on l'a vu pendant la conférence de Clifford Jack, c'est que l'IRM est un très bon marqueur et relativement précoce, mais pour l'instant peut-être pas suffisamment pour qu'on puisse intervenir de manière relativement précoce. Mais il faut dire que ces dernières années, dans notre groupe, le docteur Haller, ensemble avec le département de psychiatrie, a mis au point des nouvelles techniques en résonance magnétique qui permettent peut-être de saisir la maladie plus tôt et peut-être même de faire une sélection individuelle, parce qu'il faut voir toutes ces études. Le problème, c'est qu'on parle souvent de cohortes de patients, alors que très souvent, quand on est confronté, soit cliniquement ou radiologiquement, à un patient unique, c'est souvent difficile de savoir ceux qui sont au niveau seuil entre une maladie existante ou pas. Et je crois que dans ce domaine, actuellement, on est en train de faire, ici à Genève, des contributions très importantes. Et je crois que ça, c'est une chose qu'il faut souligner. Question du clinicien sceptique non spécialisé dans le domaine que je suis. Est-ce que ces techniques sont standardisées? Est-ce que si on fait mon PET amyloïde ici à Genève, ce sera le même qu'à Paris, à Boston ou au Karolinska? Dans mon domaine, non. Et dans celui d'Osman? Alors, dans le domaine de l'imagerie moléculaire, alors, au niveau du FDG, donc l'examen standard remboursé,
qui détectent plutôt tardivement la maladie, ça a été standardisé par des bases de données auxquelles on compare. On est encore en train d'essayer d'harmoniser les outils analytiques pour être sûr qu'on fait exactement la même chose. On a lancé une initiative sur le niveau suisse pour qu'au moins les centres suisses aient exactement la même façon de calculer, mais on a les mêmes bases de données. C'est un peu moins évident au niveau des analyses des nouveaux marqueurs comme la protéine amyloïde ou bien la protéine tau, parce qu'elles sont encore nouvelles et pour lesquelles il faut encore qu'on fasse un travail. Mais grâce à professeur Frisoni qui en fait fédère un peu tout ça et nous amène quand même ces relations dans le domaine en Europe, on a l'avantage de pouvoir bénéficier d'un support de certains outils qui sont maintenant standardisés et qu'on va pouvoir adopter ici. Merci. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Ezio Giacobini, Ezio in French or in English, as you wish, qui est un spécialiste depuis de très longues années de la pharmacologie et du traitement de la maladie de l'Alzheimer. Donc, je crois qu'on est tous d'accord de dire que le diagnostic au stade post- ou pré-symptomatique est intéressant quand on a quelque chose à offrir. Qu'est-ce qu'on a actuellement à offrir à nos malades et qu'est-ce qu'on aura dans les années futures? Voilà. La demande que tu me poses dépend de la définition de stade précoce. Si on a un stade précoce, A+, N+, et diagnose plus, que c'est le plus important, alors on a un traitement. Alors on peut répondre oui, on a un traitement. Il faut souligner qu'il y a un traitement. Le traitement c'est efficace, c'est le traitement symptomatique avec les inhibiteurs de la cholinésterase, qui était beaucoup utilisé. Mais super stade précoce, tu penses à les vraiment précoces, qui n'ont pas encore un diagnostic, alors nous n'avons pas encore un traitement. Et comme M. Jack a montré dans la liste, il y a beaucoup d'essais cliniques, mais la liste était très négative. Alors, la réponse, est-ce qu'il y a d'évidence scientifique? La réponse est que maintenant, on n'a aucune, ou peut-être très 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 peu d'évidence scientifique que nous pouvons ralentir ou bloquer la maladie. Prognose, combien d'années? Bien, si vous êtes optimiste, on pense à 5 années, on pense qu'il y a maintenant une dizaine d'essais cliniques. La plupart sont de la vaccination. C'est une de ces 10, il sera positive. Nous avons un traitement dans 5 années à peu près. Mais, pour être réaliste, je pense peut-être à 10 années. Merci pour ça. Madame Rocha, vous qui représentez ici les patients et leurs familles, qu'est-ce que la communauté des patients et des familles, ou même si on prend à un stade peut-être plus précoce, les personnes qui sont préoccupées par un problème de mémoire sans nécessairement avoir été diagnostiquées comme ayant une maladie de l'Alzheimer, qu'est-ce qu'ils attendent de la médecine et est-ce qu'ils souhaitent un diagnostic? Alors effectivement, si le diagnostic ne peut pas être standardisé d'un bout à l'autre de l'Europe ou entre les États-Unis et l'Europe, on a pu s'en rendre compte avec les présentations précédentes, il y a une chose qui peut être standardisée, en tout cas à la lumière de l'expérience qu'on a ici sur le canton de Genève, et je parle sous en présence de la directrice d'Alzheimer Suisse, mais je crois que ce qui peut être vraiment standardisé, c'est le fait que le patient, à n'importe quel stade de sa maladie, se rend compte, est soulagé. Non seulement le patient est soulagé, qu'on lui dise qu'effectivement on met un nom sur ce disease, sur cet état qui est extrêmement troublant pour lui et encore plus pour ses proches. Quand un mari dit « je ne reconnais plus ma femme », et je crois que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et ça, je crois que c'est vraiment complètement standardisé. Alors oui, la réponse à vos deux questions, oui. Le malade ou le pré-malade a besoin de savoir ce qui va lui arriver. Et puis, le plus grand défi, c'est la gestion du quotidien. Et c'est avant tout, on peut considérer que c'est une question de famille. Vous savez, celles et ceux qui sont passés devant Monsieur le maire ou devant Dieu pour jurer que toute leur vie, ils s'occuperont de leur conjoint, je peux vous dire que lorsqu'ils se retrouvent confrontés à ce genre de situation, le sentiment de culpabilité qu'ils ressentent
à l'égard de cette situation qui leur est tout à fait inconnue est extrêmement difficile à vivre. Alors, on a parlé, bien sûr, et le professeur Giannakopoulos a parlé de cette grande souffrance. Et cette souffrance, idéalement, on devrait avoir un psychiatre à domicile qui accompagne le patient. Alors, dans un monde idéal, on devrait effectivement, dans notre service d'accompagnement, on devrait avoir une aide, et ça, c'est une demande. Mais il faut encore, effectivement, M. Poggi est malheureusement parti, mais c'est une, Nous lui une transmettrons. demande. Merci, ça passera peut-être mieux que si c'est moi qui le fais. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'on aurait besoin vraiment d'une aide aussi un peu plus psychiatrique pour aider ces familles, considérant qu'en fait, les proches sont ceux qui aident le plus. Il n'y a que 5% des patients atteints de la maladie d'Alzheimer qui sont aidés par d'autres que par leurs proches. Donc, c'est avant tout une histoire de famille. Sachant que les filles, évidemment, c'est toujours la même chose, c'est les filles qui aident le plus. 3/4 des filles, je suis désolée, là c'est la parité qui ressort, c'est les filles, bien sûr, qui restent en principe les plus fidèles dans ce genre d'aide. Voilà. Avec toutes sortes d'exceptions. Merci pour, merci pour ce commentaire. Et avant d'ouvrir la discussion plus largement, peut-être une question à Samia Hurst, qui est spécialiste en bioéthique. Ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, c'est quand même, encore une fois, le diagnostic à un stade très précoce et avec très peu de symptômes. C'est quand même une situation, et avec, on vient de nous le rappeler, des moyens de traitement qui restent encore limités jusqu'à un stade un peu plus avancé de la maladie. Quelles sont les exigences éthiques en termes d'information du patient quand on est dans une situation comme celle-là, en termes de consentement au bilan dont on a discuté? Alors, il y a toute une série de choses. C'est une information qui n'a pas la même couleur, si on peut dire, que quand les symptômes sont là, quand la maladie est là, quand on est inquiet, quand il y a une chose dans la pièce qu'on ne peut pas nier et à laquelle on va mettre un nom. Si on est en train de nommer un diagnostic à un stade où il n'y a pas de symptômes, ou peut-être il y aura jamais de symptômes, alors ça devient un choix réellement difficile de savoir est-ce qu'on veut ou pas avoir cette information. Et quand on pose la question dans un autre champ qui est celui de la génétique, où des questions comme ça se sont posées depuis très longtemps, quand on demande aux patients, aux personnes affectées, est-ce que vous voulez savoir ou pas, il se passe quelque chose de très intéressant. Ils nous disent, c'est pas ça la question. Ils nous disent, en fait, la question n'est pas de savoir ou pas savoir, la question est quand savoir et à quel moment intégrer cette information dans ma biographie, dans mes choix de vie, dans les décisions que je devrais faire. Quelle décision je veux faire sans savoir, et donc je vais attendre. Quelle décision je veux faire avec l'information dans les mains, et donc je ne vais pas attendre. Ça veut dire qu'il va s'agir d'aider des personnes à intégrer cette information dans leur biographie. Et ça, c'est quelque chose qui est délicat. Il faut que ce soit bien compris, qu'il ne s'agit pas juste d'un oui ou d'un non, qu'on ne va pas se focaliser comme médecin sur le moment de la consultation, mais inscrire la décision dans la durée, que ça va peut-être se faire par petits pas, qu'il va aussi falloir éviter des effets secondaires, parce qu'une fois que l'information est là, il y a peut-être une étiquette, on va peut-être se mettre à considérer autrement la personne, ses proches risquent de déconsidérer certaines de ses décisions parce qu'après tout, elle a une maladie d'Alzheimer alors qu'en fait elle n'a pas de symptômes. Il y a toute une question de gestion de l'information qui sera particulièrement délicate en effet. Je ne résiste pas à la question puisque tu parlais de la génétique. On a vu par exemple qu'une manière de sélectionner dans les essais des patients à particulièrement haut risque de développer une maladie d'Alzheimer pour les traiter de façon présymptomatique, c'est la génétique et en particulier le fait d'avoir les allèles ApoE4. Aujourd'hui, si je fais tester mon génome sur Internet, que je le fais séquencer, qu'est-ce que je reçois dans la boîte? Est-ce que je peux avoir cette information que j'ai tant d'allèles ApoE4 et donc un risque de 50, 70, 100% de développer une maladie d'Alzheimer? D'autres sauront ça mieux que moi. Oui. Ça a été fait. C'était un assez grand débat d'ailleurs. Il y a déjà une décennie peut-être, à partir de l'ApoE, il y a la différence entre ce qu'on trouve de la population générale et ce qu'on trouve des personnes qui sont véritablement à risque. Dans la population générale, l'augmentation du risque qui est donnée, l'augmentation du risque est quand même effectivement mineure. Donc effectivement, ça ne va pas éclairer ta lanterne plus si tu trouves cela. S'il y avait population à risque, ça c'est un autre cas de figure. Donc évidemment, c'était un débat, parce qu'aux États-Unis, pendant une période, il y a eu plusieurs personnes qui sont allées exactement faire cela avec une grande angoisse qui n'aboutit pas à grand-chose.
Mais justement, il faut savoir que ça aboutit pas à grand-chose. Il faut savoir que si le résultat revient positif, qu'est-ce que je vais en faire? Et actuellement, ça, c'est une autre des difficultés. Comment on intègre une information incertaine? Comment on intègre le fait que c'est encore expérimental? Nos collègues d'oncogénétique nous disent qu'ils voient venir des patients qui leur disent « Bon, ben, mon résultat sur Internet, c'est que j'ai pas plus de risque de cancer du poumon, donc je peux recommencer à fumer, n'est-ce pas, docteur ?» Et donc, il y a effectivement des confusions là. Et il y a aussi une question de précision, de clarté de l'information qui est extraordinairement difficile et extraordinairement importante en même temps. Oui. Madame Rochat, vous voulez ajouter quelque chose? Ceci dit, les enfants, on entend souvent que les enfants de parents atteints l'un ou l'autre sont très inquiets. Et effectivement, et ce patrimoine génétique, sachant que c'est que 25% en principe de l'entier de la maladie, et j'entends ces 25% sont quand même essentiels pour les enfants qui se posent des questions. On entend souvent vraiment cette question. Bien, merci à chacun. Je propose maintenant d'ouvrir les questions à toute la salle. C'est que des experts et ils n'ont pas de questions, c'est ça? Oui, Giovanni. Oui, juste pour souligner que tout ce qu'on a discuté ce soir du point de vue clinique, et le but de tout ça, c'est de faire le diagnostic chez des patients qui ont déjà des symptômes. Le but aujourd'hui n'est pas de faire le diagnostic chez des personnes qui n'ont pas de symptômes. Ça sera le futur, peut-être, d'ici 10 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, le but, c'est de faire un diagnostic timely ou early, however you prefer, mais précis chez les personnes qui ont déjà des symptômes. Ça, c'est absolument primordial. Il faut être aligné sur ça. Mais alors, à moins qu'entre-temps vous ayez réfléchi et qu'il y ait une main qui veut se lever. Où ça? Oui, allez-y, madame. Merci de vous présenter. Mon nom est Birgitta Martenson, je suis la directrice de l'association Alzheimer Suisse et je salue ma collègue sur votre podium. Je voulais savoir si ici à Genève, il y a une prise de conscience réelle des besoins véritables des malades et des proches au moment où ils reçoivent le diagnostic et du temps qui suit avant qu'ils aient besoin d'aide et soins à domicile, parce que ça vient bien plus tard. Mais ce passage absolument extraordinairement important qui permet aux personnes de faire face et de s'organiser, où on peut faire des économies magnifiques, c'est dommage que les politiques ne sont pas là, c'est là que ça se joue. Ça ne se joue pas après, quand je suis à un stade peut-être moyen. Là, c'est déjà trop tard. Ça ne se joue pas en EMS. Ça se joue quand je rentre à la maison avec mon diagnostic. Peut-être avec une boîte de médicaments. Et Dieu merci, il y a ça ce qui simplifie beaucoup le diagnostic et pour le patient et les proches et pour le médecin. Mais pourquoi est-ce que le système de santé en Suisse n'arrive pas à réaliser ce besoin absolument qui est au centre des préoccupations et des choses qu'on peut faire en cas de démence? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ensemble de convaincre que ça, c'est une prestation qui devrait exister et qui devrait être payée dans le cadre de notre assurance maladie? Ça, c'est ma demande et c'est là qu'on ferait toute la différence. Est-ce que vous souhaitez l'un ou l'autre commenter? Je vais peut-être juste commencer et donner la parole peut-être au professeur Golf ou Giannakopoulos. Vous savez, effectivement, on est aligné à Genève sur la stratégie nationale. Vous savez, la stratégie nationale qui a été mise en place. Maintenant, Genève, alors M. Poggi a dit qu'elle était en place. Elle est en train de se constituer maintenant et elle va rentrer en vigueur, Inch'Allah, en 2015 et on appelle ça de nos voeux. Mais tant qu'on n'aura pas admis qu'il s'agit d'une priorité socio-sanitaire, respectivement en Suisse ou à Genève, c'est vrai qu'on a beaucoup de peine. Je vous citais 2 chiffres. J'étais en charge des EMS avant, la prise en charge en EMS, c'est 10 000 francs pour le canton.
c'est 10 000 francs. Pour le maintien à domicile, c'est 2 000 francs. Donc ça atteste, effectivement, ça apporte du poids à votre thèse selon laquelle le maintien à domicile est vraiment plus que jamais nécessaire. Maintenant, le temps dont vous parlez, effectivement, entre le moment où, une fois que la maladie a été déclarée, que le diagnostic a été posé, effectivement, cette prise en charge à domicile, et c'est là où on a besoin vraiment de personnes professionnelles formées, vous le savez, puisque l'association suisse met à disposition de toutes les sections cantonales des formateurs. Et c'est là où, effectivement, on doit absolument appuyer, c'est un petit peu mon rôle au sein de la fondation de l'association, c'est effectivement de faire reconnaître cette maladie, parce que j'insiste vraiment sur le mot maladie, cette maladie comme une priorité socio-sanitaire pour le canton de Genève. Je vous passe vraiment tous les chiffres alertants. Il y a des très bonnes vidéos aux États-Unis qui démontrent qu'effectivement, c'est vraiment un fléau. On parle de la maladie mythique du temps présent et c'est une réalité. Maintenant, voilà, c'est vrai que c'est une réalité économique dont il faut tenir compte avant tout et une réalité de formation. Maintenant, c'est vrai qu'on assiste à cette triple discrimination. Discrimination de l'âge, discrimination du fait que le patient n'a plus la faculté de discernement et je crois qu'il faut être conscient et discrimination de la maladie. Cette triple discrimination fait en sorte qu'il faut vraiment qu'on puisse prendre en charge cette maladie dès le moment où elle est diagnostiquée à la clinique de la mémoire et le médecin traitant. L'importance de la sensibilisation, parce que c'est vrai qu'on se rend compte au fil de la population que la sensibilisation et l'information est essentielle. Et beaucoup de patients reviennent à l'association en disant oui, notre médecin, on a le diagnostic maintenant, mais notre médecin est-il compétent? Notre médecin de famille est-il compétent? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chez un médecin qui connaît bien la maladie d'Alzheimer? Alors à Genève, voilà, je pose la question aux hommes de la faculté. Déjà, je pense que vous avez identifié des moments importants. Il y a plusieurs moments importants et clés, moments de crise ou autres dans le cours de la maladie. On a parlé tout à l'heure des promesses qu'on s'était faites et qu'on ne peut pas tenir parce que quand la maladie est très avancée, c'est pas très simple de pouvoir prendre en charge. On a besoin d'aide. Parfois, on a promis de pas transférer quelqu'un en EMS et finalement on le fait. Il y a des moments de crise importants, mais il y a un autre moment qui est très important, c'est celui du diagnostic. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas laisser les patients ou les familles ou les proches seuls au moment du diagnostic. On a fait beaucoup d'efforts au niveau de la consultation, déjà en mettant en place un système de soutien individualisé aux proches pour apporter des informations ou, si nécessaire, pour, dans la durée, apporter un soutien. Et ceci peut démarrer à l'hôpital, être suivi en consultation, etc. On a complètement cassé les barrières là-dessus. On est en train de travailler maintenant sur la mise en place de soutien psychologique pour les patients eux-mêmes au moment de ce diagnostic. Donc effectivement, c'est un des moments clés, évidemment, autour de cette maladie et pour lequel il faut mettre en place toute une série de soutiens et de services. Mais en fait, en réalité, vous posez une question qui est assez fondamentale, c'est-à-dire la question de coût, qui couvre pour quelle partie de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est une assez étrange histoire, l'histoire en Suisse par rapport à ça, puisque finalement, les études médico-économiques montrent très bien où les coûts se concentrent dans la maladie. C'est finalement les deux extrêmes par ces deux aspects, c'est-à-dire à la première période, mais en lien surtout au coût indirect, c'est-à-dire la souffrance des soignants informels, le fardeau, ce qu'on appelle le fardeau, qui coûte beaucoup, mais qui en fait est considéré comme une partie de la prévention secondaire pratiquement, très peu couverte en Suisse traditionnellement. La Suisse n'a jamais été particulièrement proactive sur la couverture de cette partie-là. Et il y a l'autre extrême qui est finalement l'institutionnalisation. C'est plus tard dans les IMS, qui évidemment coûte beaucoup. Et là, il y a un subventionnement sur le plan du canton, mais pour des durées parfois relativement courtes. Donc la vraie question par rapport à la décision politique, c'est quel investissement une société fait pour ces deux extrêmes, parce qu'entre deux, il y a tout ce qui est articulé autour des actes de soins. Ce n'est pas un hasard qu'on a le plus la tendance en Suisse, c'est un des pays en Europe où il y a le plus de tendance de revenir rapidement sur le monde hospitalier pour les patients qui ont une maladie d'Alzheimer ou d'autres syndromes apparentés, parce que c'est une partie qui est très bien couverte du point de vue économique à travers l'assurance.
Par contre, les deux autres aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les soignants informels, qu'est-ce qu'on fait finalement pour diminuer leurs souffrances, les jours d'absentéisme, les difficultés à la première partie, comme aussi ce qui se passe beaucoup plus tard, c'est beaucoup moins bien couvert en ce moment en Suisse. Juste pour être sûr que j'ai bien compris vos différentes interventions, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est surtout le soutien aux proches qui n'est pas pris en charge et qui n'est pas remboursé, ou est-ce qu'il y a même des prestations pour le patient lui-même qui ne sont pas prises en charge actuellement? Nous ne recevons absolument aucun remboursement pour le soutien aux proches que nous avons mis en place. Je dirais que par rapport aux patients, par contre, il est vrai que dès qu'on est dans une structure ambulatoire, et à condition qu'on arrive à formaliser les choses au niveau du soutien psychologique, il y a un remboursement qui est donné. Peut-être une question de sceptique. Giovanni, tu disais un diagnostic précis au stade où il n'y a pas de symptômes, mais peu de symptômes. Mais il est précis combien? On vient tous d'insister sur le fait que c'est quand même une crise existentielle majeure, même si, Madame Rocha, vous l'avez souligné, ça peut aussi être un soulagement de savoir qu'on n'est pas simplement en train de changer de caractère ou de devenir fou, mais qu'on a une maladie. Mais bon, on peut aussi avoir des troubles de la mémoire qui n'évolueront pas, qui sont pas normaux, mais qui ne deviendront pas une vraie maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on a vraiment maintenant les outils pour dire vous avez une maladie d'Alzheimer, ou est-ce qu'il faut prendre des précautions au moment de cette annonce, ou est-ce qu'il faut au moins dire aux patients que ça ne veut pas nécessairement dire que cette maladie va évoluer? Comment est-ce qu'on gère ça? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux peut-être me lancer, puisque c'est un peu dans ce domaine-là que nous allons essayer d'être plus précis, puisque c'est l'imagerie et puis la détection de ces biomarqueurs dont on parle aujourd'hui pendant le workshop. On en a beaucoup entendu ce matin, on va encore en parler demain, parce qu'on va nous demander d'être précis. C'est évident que si maintenant il faut mettre en place des structures, des coûts supplémentaires, le politique va aussi nous demander, mais comment est-ce que vous avez pu poser le diagnostic? Et ce n'est pas en oubliant ces clés une ou deux fois qu'on peut dire en Alzheimer, il va falloir être beaucoup plus précis. Précis veut dire aussi un coût. C'est-à-dire qu'il va y avoir maintenant des moyens de plus en plus précis, mais aussi plus coûteux. On sait que ces traceurs coûtent beaucoup plus cher que le FDG qui est maintenant remboursé. C'est pour ça que les assurances ont beaucoup de peine, même si c'est enregistré, à engager ça, parce qu'ils ont un peu peur qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir diagnostiquer pour traiter, mais aussi pouvoir diagnostiquer pour introduire un soutien. Et je pense que l'introduction d'un soutien doit être considérée comme un traitement. Et que dans ce cas-là, ça rentre dans une logique d'assurance qui va exiger un certain nombre de points qu'il va falloir payer quelque part. L'examen coûte, mais cet examen va pouvoir préciser et assurer que le traitement qu'on va payer, traitement j'appelle un traitement, une prise en charge à domicile, un soutien psychologique et autres, qui est remboursable. Donc on a cette course à devoir être précis, mais aussi à pouvoir justifier les coûts de cette précision, et on ne peut le justifier que s'il y a quelque chose qui se met derrière. Un contre-argument à ça serait de dire que quelqu'un qui commence à avoir des troubles de fonctionnement dans la vie quotidienne, parce qu'il a des troubles cognitifs, finalement, que ce soit une maladie d'Alzheimer documentée par un PET-FDG ou des marqueurs encore plus sophistiqués et plus coûteux ou non, il a de toute façon droit à un soutien et à une prise en charge, parce que la réalité du déficit est là, non ? C'est clair que là, une fois que les symptômes sont là, la question des biomarqueurs concerne essentiellement l'évolution clinique. Mais le vrai défi, c'est la prédiction individuelle avant. C'est-à-dire, et on tourne autour de cela. C'est-à-dire, est-ce que ce sera possible à un certain moment de descendre de ce qui est la différence de groupe, plus ou moins fine, mais différence de groupe, à un niveau individuel avec une certitude qui pourrait être communicable et donc défendre un certain nombre de coûts. Après, le fait que parmi les personnes, c'est ce que tu disais avant, qu'il y a un certain nombre de personnes, et ça a été montré aussi par Cliff Jack, qui restent quand même extraordinairement stables avec un nombre de troubles qui restent également dans le temps, qui influencent, mais de manière mineure, leur existence. Alors, comment séparer cela de ceux qui vont évoluer, et pas uniquement comme groupe, ça, on peut le faire déjà.
On peut le faire même avec une assez bonne fiabilité. Mais à un niveau individuel, on n'y est pas. Alors, c'est ce que Karl Olaf disait, c'est qu'il y a plusieurs études là-dessus. Après, il faudrait le faire dans des grands collectifs. Mais c'est le vrai enjeu, et pour convaincre au niveau du financement, mais aussi pour pouvoir communiquer quelque chose qui n'est pas juste une sorte d'aporie scientifiquement élaborée au niveau des patients. C'est très difficile de dire à quelqu'un il y a 62% de chances ou de risque là-dessus. Il faut quelque chose de beaucoup plus fiable. Monsieur ? Oui, j'ai une question concernant le diagnostic précoce. Je pense que dans la salle, on est tous d'accord que c'est important et utile. Maintenant, la question, c'est dans la salle, je vois peu de personnes chez qui un patient va en premier. Je pense à un médecin de premier recours, un neurologue installé. Est-ce que ces gens-là sont convaincus de diagnostic précoce? Et s'ils ne le sont pas, comment est-ce qu'on en parle et comment on fait en sorte que les patients qui voient, qui vont screener, vont aller après se faire diagnostiquer? C'est une question que je pose au podium. Je ne sais pas qui l'a posée, honnêtement. Est-ce que les médecins praticiens sont convaincus que c'est utile? Je crois que ça dépend des médecins praticiens. Non. Tu t'en tireras pas comme ça. Non, mais j'ai pas fini. Il faut dire que pendant très longtemps, on n'a pas du tout parlé de cette maladie. Beaucoup de gens ont fait leurs études de médecine dans des endroits où l'Alzheimer était peu cité et les problèmes de démence aussi. Donc forcément, si on veut que les gens comprennent l'urgence de la problématique au XXIe siècle, eh bien, on a besoin d'apporter ces formations et ces connaissances. Alors, ce que les médecins attendent, c'est que quand ils envoient quelqu'un, il y ait un résultat. Alors le résultat, c'est bien sûr d'une part le diagnostic, parce que je pense que les patients, effectivement, ont droit au diagnostic. Ils ont des questionnements, ils ont des symptômes, et la moindre des choses, c'est déjà de leur apporter un diagnostic. Il est clair qu'à partir du moment, et Ezio en a parlé tout à l'heure, à partir du moment où on aura des traitements qui pourront bloquer l'évolution. Et on a vu qu'il y a des études en cours chez des gens qui sont asymptomatiques, mais qui ont des anomalies génétiques, non pas de celles de la POE4 dont on parlait tout à l'heure, mais où les gens ont une chance sur deux quasiment d'avoir la maladie. On peut très bien définir qui va la faire et qui va la faire dans les 20 ans à venir. Donc ce sont dans des cas extrêmement rares, extrêmement particuliers. Là, il y a des études en cours aussi bien autour de l'amyloïde, mais il en faudrait aussi au niveau des vaccins anti-tau qui tendent à être développés, pour qu'on puisse enfin obtenir un traitement qui puisse être bloquant. Donc je pense que pour convaincre les médecins traitants, il faut déjà évidemment leur faire des formations, leur passer les informations qui ont été passées ici ce soir, mais il faudra aussi développer des traitements qui sont bloquants pour l'évolution. Est-ce que cette réponse vous satisfait? Madame, bien sûr. Je trouve qu'en Suisse, il n'y a aucun registre. On ne sait pas du tout quel est le nombre de personnes qui ont un diagnostic. Mais des estimations que nous faisons dans l'association, aujourd'hui, nous estimons que 50% des malades ont un diagnostic. 50% n'ont pas de diagnostic. Les personnes ne passent habituellement pas du tout dans une consultation de mémoire. Le diagnostic est posé par les médecins de famille, et alors plutôt à un stade presque pré-moyen. Donc il faut pas rêver et puis de représenter uniquement ce qui se fait dans les consultations de mémoire, parce que la moyenne des personnes ne sont vues que par le médecin traitant qui, pour finir, décrète « ouais, ça doit être Alzheimer ». Et ça s'arrête à peu près là. Il faut pas peindre l'histoire en rose, parce qu'elle n'est pas si rose que ça. On a un système magnifique, mais il y a des réalités qu'il vaut mieux reconnaître vraiment en face, plutôt que montrer que les choses qui sont exceptionnelles. Mais quelle est la demande? Parce qu'au fond, c'est une maladie très répandue, on l'a vu. Hein. Tout le monde ne vit pas en ville, tout le monde ne vit pas à proximité d'un hôpital universitaire. Est-ce que c'est les consultations mémoire qu'il faut développer? Est-ce que c'est les compétences des médecins traitants pour identifier les patients et les référer? Quel est le modèle qu'il faudrait avoir?
Oui, sachant qu'effectivement, la clinique de la mémoire ne reçoit que des patients qui sont référés par le médecin traitant, il est absolument indispensable maintenant d'axer la formation des médecins traitants et c'est un peu le rôle des centres de compétences et des hôpitaux universitaires. Et c'est ces villes universitaires qui sont dotées justement de chercheurs aussi magnifiques qu'on a ici à Genève, ont maintenant le devoir, parce que les politiques c'est une chose, mais ont le devoir vraiment d'alerter les médecins traitants et de faire des formations continues, des congrès, des colloques comme vous organisez. Et ça, c'est une demande et on le ressent vraiment à Genève au niveau des patients. C'est une fois qu'ils sont diagnostiqués, maintenant, qui va me suivre? Puisque j'entends le médecin de famille souvent est complètement démuni, même si c'est le médecin de premier recours. Personnellement, si je puis me permettre une remarque, puisque je suis un médecin de premier recours hospitalier, je pense effectivement qu'il y a une image assez fausse de la maladie dans l'esprit de la plupart des médecins. Elle est associée à l'impuissance, on ne peut rien faire. Elle est associée à l'angoisse chez le patient qu'il va falloir gérer. Et au fond, le message qui aujourd'hui passe pas, c'est que le diagnostic peut pacifier et puis qu'il peut déclencher une série de mesures qui peuvent aider les malades. Mais ça, c'est notre responsabilité à tous, je pense, de changer cette image-là, parce que tant que cette image persiste, beaucoup d'entre nous vont avoir tendance à, je dirais, poser le diagnostic le plus tard possible. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a 20 ans pour le sida. On est vraiment là maintenant. On est vraiment là. C'est une maladie souvent cachée. On vous parlait de centres non urbains, de villages ou de communes qui effectivement où les gens sont très éloignés des centres de santé. Ça existe aussi en Suisse. C'est une réalité à laquelle on est confronté. Et je crois qu'on n'est pas tous des villes-cantons. Et regardez le canton de Vaud, le plus grand canton de Suisse. Il y a vraiment des communes, même si Alzheimer est très avancé dans le canton de Vaud, et la prise en charge des proches aidants est beaucoup plus avancée qu'à Genève. Je peux vous dire qu'il y a vraiment des communes dans lesquelles des gens vivent dans une ignorance vraiment énorme. Et je crois que c'est vraiment le rôle des centres de compétences. Donc un grand travail d'éducation à faire. Nous sommes à 5 minutes de la fin officielle de cette rencontre. Avant de passer la parole à Giovanni, est-ce qu'il y a une question à laquelle il n'a pas été répondu ou quelque chose que l'un des membres du panel aurait souhaité dire et qu'il n'a pas pu dire? Arnaud, avant de terminer, je souhaiterais aborder la question que tu viens de poser, c'est-à-dire les troubles lorsque j'ai un trouble de mémoire, qu'est-ce que ce biomarqueur ils vont me dire? Est-ce que je vais apprendre un risque de développer quelque chose down the road, dans le futur, ou c'est autre chose? Le concept, c'est que avec les biomarqueurs qu'on a aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est une in vivo neuropathology. C'est de la neuropathologie chez le vivant. Lorsqu'on a l'amyloïde PET est positif, on a des plaques séniles dans le cerveau. Ceux qui avaient vu Alzheimer au microscope. Lorsqu'on a déficit de métabolisme cortical avec la FDG-PET, ça veut dire qu'on a de la neurodégénérescence. Et la communauté des experts croit que si on a des troubles cognitifs, des biomarqueurs d'amyloïdose et des biomarqueurs de neurodégénérescence, ce monsieur-là, il a en effet une maladie d'Alzheimer. Et ce monsieur-là va progresser. Si on a des troubles de mémoire, mais sans de l'amyloïdose cérébrale et sans de la neurodégénérescence, ce qui se passe, ce qui se peut bien passer, ce monsieur-là ne va pas progresser. Et si on est entre les deux? Si on est entre les deux, c'est la raison pourquoi les experts européens ils se sont trouvés à Genève. Parce qu'il y a des régions foncées, il y a des régions d'ombre. On ne connaît pas tout. Il faut développer des lignes guides provisoires, il faut les appliquer, il faut contrôler le résultat de les lignes guides qu'on aura développées sur la base des connaissances au moment à l'heure actuelle et progresser petit à petit. On peut faire
plusieurs choses pour ce patient-là aujourd'hui. On n'a pas encore la magic bullet, mais ça reste beaucoup de travail à faire. C'est pourquoi beaucoup de monde s'est retrouvé à Genève. Mais il faut démarrer la procédure. Et donc, si je comprends bien, et ce sera peut-être la conclusion, si tu es d'accord avec ça, donc si je n'ai aucun de ces marqueurs positifs, je n'ai pas un Alzheimer. Si j'ai les deux marqueurs amyloïdes et neurodégénération positive, c'est assez sûr que j'ai un Alzheimer. Et les symptômes? Si je suis, et les symptômes, et puis si je suis entre les deux, c'est-à-dire des symptômes avec un des marqueurs positifs, on va me dire que j'ai peut-être, mais qu'on n'est pas sûr. Ou est-ce qu'on va me dire... On peut dire ça. C'est ce que vous dites ou c'est pas ce que vous dites? C'est une grosse question quand même. Hein. Moi, en tant que citoyen et en tant que futur patient, je serais assez rassuré que vous me partagiez les doutes qui sont les vôtres et pas des certitudes exagérées. Vous avez sûrement un cancer de la prostate métastatique, vous n'avez pas de sang, vous n'avez pas d'œufs, donc vous êtes peut-être un peu à risque selon votre âge. Et donc, on va vous dire de faire de biopsie si nécessaire, ou de revoir dans 6 mois, ou de revoir dans 1 an. Donc, on a des biomarqueurs qui ne sont pas, comme le disait le professeur Frisoni, des facteurs de risque. C'est des biomarqueurs qui indiquent un processus, que ce soit de la neuropathologie, que ce soit de la neurodégénérescence déjà en cours. On commence à les connaître de mieux en mieux. On commence à connaître de mieux en mieux leurs performances diagnostiques, sensibilité et spécificité, qui sont assez bonnes, qu'on a encore revues aujourd'hui. Après, dans toute technique et dans tout test, il y a des résultats qui sont sûrement positifs, sûrement négatifs et intermédiaires. Et il faut développer des algorithmes pour prendre en compte une réponse positive, négative ou intermédiaire et voir quoi faire à la suite, je dirais. Merci. Ça me paraît en effet assez rassurant. Eh bien, il est 8 heures. Je remercie chacun des intervenants à cette table ronde. Merci aussi pour votre attention et particulièrement pour ceux qui sont anglophones. Et merci à Giovanni Frisoni d'avoir organisé cette journée. Je ne sais pas si tu veux conclure. Je voulais conclure juste pour remercier tout le monde pour être là et pour rassurer eux qu'ils ont pris des notes pendant le colloque de professeur Jeck, pour vous rassurer que le colloque se trouvera sur l'Internet, sur le site des HUG. Le colloque a été filmé, donc si vous si vous souhaiterez le revoir plusieurs fois avant de vous coucher, ça sera là. Bonne nuit et bonne soirée.